Écoutez, les cartes sont arrivées, pas tout à la fois, les cartes sont arrivées les unes après les autres, parce que tout simplement avec l'entreprise COP, qui est basée à Paris, et qui naturellement, du fait de la Covid, s'est vu le personnel s'amoindrir, n'a pas pu respecter le cahier de charges que nous lui avons confié. Résultat, les cartes ne sont pas venues tout à la fois. Elles viennent chaque fois qu'un avion est mobilisé et Dieu merci, à cette date, nous sommes pratiquement à l'avant-dernier avion qui arrive demain. Et j'espère que toutes les cartes seront là. Pour l'heure, en tout cas, nous avons fait la comptabilité. On est à 95% de distribution de nos cartes. Il y a quelques ratés, nous nous en sommes rendus compte et au fur et à mesure, nous sommes en train d'y remédier. Lorsque quelqu'un a 5 cartes ou 10, il prend une et nous ramène les autres que nous écrasons. Nous sommes en ce moment prêts pour les élections, madame. En ce moment précis, nous sommes prêts pour aller aux élections. Être prêt, c'est quoi? Être prêt, c'est s'assurer que les cartes soient ventilées à un certain pourcentage. Je vous avance le chiffre de 95%. Être prêt, ça veut dire que tous nos délégués et nos démembrements sont en place et n'attendent que le jour J. Être prêt, c'est avoir formé tous les membres du bureau de vote. Tout ça, c'est fait. Donc, nous n'attendons plus que le jour J pour nous y lancer. L'on est en droit de se demander que reste-t-il à ceux qui ont cru au changement. Naturellement, il reste à réaliser le vrai changement. En misant sur toutes les voies légales telles que consacrées par la loi fondamentale de la République. Et c'est pour cela que le PDS, tout en refusant de se porter caution à une élection tronquée, s'est résolu à joindre sa voix à celle des autres forces vives de la nation pour exiger la tenue d'un dialogue inclusif pouvant déboucher sur la formation d'un gouvernement de transition, sur la composition d'un organe faisant office d'un parlement, d'une CENI véritablement paritaire et indépendante. Il s'agit aussi de mettre au point une loi électorale objective de manière à garantir une élection qui soit libre, équitable et apaisée. L'Union générale des institutions de soutien à la langue arabe au Tchad a clôturé son premier congrès de ses branches des provinces, départements et du diaspora. Basé sur le thème « La réalité des intellectuels arabophones et leur vision future », la cérémonie a vu la présence du président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Mohamed Issa Khatir, du représentant de la langue arabe du Moyen Chari, ainsi que le président de l'Union de la langue arabe au Tchad. C'était à la salle des conférences du Conseil supérieur des affaires islamiques ce lundi 5 avril 2021. Une lecture coranique a ouvert cette session, puis s'en est suivi de la lecture des recommandations faites au gouvernement lors des activités d'accompagnement initiées par l'Union. L'occasion a permis aux participants de faire le point sur les échanges d'idées, les expériences et le renforcement des compétences entre les arabophones venus de diverses provinces du Tchad. Pour leur part, les congressistes saluent l'initiative de ce premier congrès et les sessions qui l'accompagnent tout en réitérant son renouvellement de façon périodique. La cérémonie a pris fin avec la remise des attestations d'encouragement aux participants.
1994, une année sombre pour le Rwanda. Plus de 800 000 personnes ont péri au cours d'une guerre civile entre deux tribus, l'un minoritaire et l'autre majoritaire. Hommes, femmes et enfants, principalement Tutsis, ont été massacrés dans des affrontements à la machette au cours de ce génocide entre Tutsis et Hutus. Si le 7 avril marque le début des massacres, il faut remonter à 1990 pour mieux comprendre la tragédie rwandaise. Le 1er octobre de cette année-là, le Front patriotique rwandais, le FPR, un mouvement politique et militaire fondé par des descendants d'exilés Tutsis des années 60, lance depuis l'Ouganda sa première offensive contre le Rwanda. Objectif, s'emparer du pouvoir. Le 6 avril 1994, l'avion de Juvenal Habyarimana est abattu au-dessus de Kigali. L'assassinat du président rwandais fut un élément déclencheur. Toutefois, les causes profondes de cette histoire noire étaient entre autres l'accumulation des haines entre les castes Hutus et Tutsis au fil des années, l'enchaînement des événements déclencheurs et la liste n'est pas exhaustive. 27 ans aujourd'hui, les Rwandais se souviennent encore de cette période obscure de leur histoire. Le Rwanda n'a pas fini de se reconstruire après des années passées. À Kigali, un mémorial a été établi pour commémorer le génocide des Tutsis et Hutus de 1994. Les restes de 250 000 personnes y sont inhumés. Le gouvernement a également décrété 100 jours de deuil national où une flamme au souvenir des victimes est allumée chaque année. Les responsables du génocide ne pouvant pas être jugés par la justice rwandaise car celle-ci détruite lors de la guerre, l'ONU a créé le tribunal pénal international pour le Rwanda en novembre 1994 pour la circonstance, puis a fermé ses portes fin 2015. Pour leur part, les Nations Unies appellent à empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent dans le monde.